Mesdames et messieurs, auditeurs et auditrices de la radio des Sans-Voix, je suis aujourd'hui avec monsieur Joseph Pikanda, coordinateur du réseau panafricain des défenseurs des droits de l'homme et juriste de formation très connu en Afrique. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Déjà, quelle est votre motivation qu'est-ce qui vous a inspiré à commencer à militer pour les droits de l'homme? Oui, merci beaucoup. Comme tu l'as si bien dit, je m'appelle Joseph Pikanda. Je suis coordinateur du réseau panafricain pour les défenseurs des droits de l'homme. Et nous sommes basés à Kampala, en Ouganda. Et généralement, il faut comprendre que l'Afrique subsaharienne, par ailleurs, est considérée n'est pas trop rattachée à l'Afrique du Nord, mais avec notre mouvement, on a un secrétariat basé en Afrique du Nord. Ça a été, hébergé par l'Institut de Caire pour l'étude des droits de l'homme, mais qui a été, pour des raisons de sécurité, a été renvoyé maintenant en Tunisie. Nous avons également un autre secrétariat basé à Johannesburg, en Afrique du Sud. Un secrétariat basé en Afrique centrale, à Douala au Cameroun. Nous avons un autre secrétariat à Lomé pour couvrir l'Afrique de l'Ouest et l'Est et la Corne de l'Afrique, notamment à Kampala, en Ouganda. Alors nous travaillons spécifiquement pour la protection et des défenseurs des droits de l'homme. Et nous regardons l'aspect plaidoyer également autour du travail des défenseurs des droits de l'homme. Alors, ce qui m'a amené à militer comme défenseur des droits de l'homme, il faut le dire, je n'ai jamais su que j'étais défenseur des droits de l'homme. Je me suis retrouvé étudiant en thèse, en 2A à l'époque, où on s'est vu refuser l'admission tout simplement parce que nos camarades et amis de la même promotion ont fait des grèves et ces grèves ont paralysé les universités d'État du Cameroun. Et par conséquent, on a trouvé qu'il fallait des critères un peu prisés pour essayer d'éliminer un certain nombre de personnes. Alors moi, je faisais partie de cette catégorie de personnes qui ont été, éliminées d'office. Alors je me suis retrouvé dans une salle de classe, dans un amphi avec mes camarades, en train de peaufiner des stratégies pour protester cette décision qu'on s'est dit qui n'est pas du tout juste. Alors, je ne sais pas, à l'époque, on m'a nommé secrétaire pour recueillir des informations des uns et des autres. J'ai recueilli ces informations et il fallait dresser une lettre, une pétition à l'endroit des autorités universitaires. Et je suis allé, j'avais à l'époque une petite machine qui ne m'appartenait pas d'ailleurs, qui appartenait à un ami. Et puis, je pouvais facilement saisir. J'ai saisi le mémo, notre mémorandum, je suis revenu, on l'a lu, on l'a corrigé, on l'a adopté. Il fallait signer. Mais la personne n'a osé signer, par peur, simplement. Alors, je l'ai signé parce que, je voulais signer, mais pas avec un cœur net, je l'ai quand même signé. Alors, deux autres amis m'ont accompagné à signer cette pétition. Comment porter donc cette lettre dans des hautes instances? On a profité des stratégies. Mais à la fin, je me suis retrouvé seul devant la scène en train de toquer à toutes les portes, les institutions de la République, les services de renseignement, où je ne connaissais pas, j'ai été guidé par des amis. Les institutions comme le ministère des Relations, le ministère de l'Enseignement supérieur à l'époque, le centre sous-régional des Nations Unies basé au Cameroun. Et je n'ai trouvé aucune solution. La Commission nationale des droits de l'homme, Transparency International, juste parce que je voulais continuer mes études. Alors je me suis retrouvé, sans aide. À ce moment, j'ai été approché par un conseiller des droits de l'homme des Nations Unies, basé au Cameroun, qui m'a dit ils ont des activités à faire. Quand j'ai suivi des activités sur le lancement de leur site web, alors il m'a proposé cette initiative de venir au centre des Nations Unies, utiliser le centre de ressources et de documentation qui pouvait m'aider peut-être dans ma formation future. Entre-temps, je continue une formation en droit environnemental en ligne, dont j'ai eu avec succès mon diplôme. Alors, entre-temps, en collaboration avec ce monsieur, j'ai commencé à lire les ressources, à comprendre qui est un défenseur des droits de l'homme.
Et à ce moment, j'ai compris que j'étais un défenseur des droits de l'homme. Et je n'ai plus quitté cette activité jusqu'à nos jours. C'est une passion, je vais dire, qui est innée, qui reste en soi. Et je pense que je le continuerai pour le reste de ma vie, d'une façon ou d'une autre. Nous vous remercions, Monsieur Joseph. On voit bien là que vous êtes bien dans vos baskets, un homme très élégant et très connu en Afrique, avec un parcours très dynamique, un CV bien rempli. Et donc, en tant que militant, quels sont les défis aujourd'hui auxquels vous êtes confrontés dans vos différentes activités? Alors, je veux me mettre là plus dans les pieds des militants de droits de l'homme, des défenseurs des droits de l'homme. Et ça se situe à plusieurs niveaux. D'abord, au niveau communautaire, des défenseurs des droits de l'homme qui ne savent même pas qu'ils sont défenseurs des droits de l'homme. Qui est défenseur des droits de l'homme? Ce n'est pas une fonction. Ça vient du tout cœur. C'est du bénévolat. C'est un sacerdoce, être défenseur des droits de l'homme. Une vendeuse de tomates au marché peut d'un moment à l'autre devenir défenseuse des droits de l'homme. Et pourquoi? Tout simplement par son action inopinée et, je vais dire, paisible, qui vise à réclamer certains droits. Un exemple, si elle vend dans un marché et qu'elle paye les tickets de la mairie à chaque fois, et qu'elle voit qu'il n'y a pas amélioration des conditions de travail autour d'elle, elle peut protester. Ça, c'est des défis. Alors, ça, c'est le défenseur des droits de l'homme. Mais on le confond généralement avec ceux qui travaillent au jour le jour. Donc, un défenseur peut être même quelqu'un qui sort de nulle part pour être un défenseur des droits de l'homme. Alors, ce que je veux dire, les défis majeurs. Premièrement, un défi de sécurité. Sécurité, que ce soit des acteurs étatiques ou des acteurs non étatiques. Parce que vous vous trouvez dans une région, ou dans un pays, ou dans un village, ou dans une ville, où vous pensez que vous devez dire quelque chose tel qu'ils sont, alors vous êtes arrêté, emprisonné, bastonné, réprimé. Et à la rigueur, on vous tue. Ça, c'est des défis qu'on rencontre au jour le jour. Vous voyez, généralement, il y a un défi aussi, je vais dire, d'accès à l'information. Un défenseur des droits de l'homme est difficilement accepté pour recueillir certaines informations, pour documenter des violations des droits de l'homme. Il y a un défi de communication et de dialogue avec les acteurs étatiques. Dans certains États, il est très difficile pour les défenseurs. On cherche des groupes de personnes qu'on juge favorables pour les adopter comme société civile. D'autres groupes de personnes sont d'office nommés comme des opposants politiques et des ennemis, alors qu'ils travaillent pour la bonne cause, l'avancement des droits de l'homme. Mais je pense qu'il y a juste une incompréhension entre les acteurs étatiques et la société civile, toutefois. Parce que je me dis, chacun a son rôle dans l'avancement des droits de l'homme. Parce que les droits de l'homme sont une responsabilité collective. Que ce soit la société civile, que ce soit les médias, que ce soit, je vais dire, les acteurs étatiques, contribuent tous à l'avancement des droits de l'homme. Parce que si vous bénéficiez, je vais dire, de ce privilège, en fait, je n'appelle pas ça privilège parce que c'est quelque chose qu'on est avec. Donc, si on bénéficie du respect de nos propres droits, ça veut dire que c'est le respect du droit de nos sœurs, de nos frères, de nos amis, de tout le monde qui sont autour de nous. Et je pense que ça, c'est le défi majeur que les défenseurs font face aujourd'hui. Il y a des censures parce que vous êtes une association. Il y a des censures d'octroi de fonds à l'extérieur. Il y a des censures d'accès à Internet. Il y a des censures, je vais dire, d'opération de votre organisation ou association. Il y a des arrestations ciblées et par rapport à votre travail. Et vous allez remarquer qu'il y a dans certains États où on loue la liberté d'expression. Tout le monde est libre de dire ce qu'il veut. Oui, on est libre. Il y a des pays dont je peux citer le nom où la liberté d'expression est réellement une garantie. Mais la liberté, après avoir parlé, n'est pas une garantie. Vous pouvez parler. Parler, ce n'est pas garanti. On vous arrête. Donc, ce sont des défis auxquels
font face les défenseurs en Afrique en général. Avez-vous été victime de menaces ou d'atteinte à votre intégrité physique ou celle de votre famille, par exemple? Alors, je n'ai pas été personnellement victime de ces attaques. Et je ne sais pas, peut-être ça pourrait arriver un jour. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai eu des personnes trop proches de moi qui ont eu ces attaques dirigées, des menaces par SMS, des intimidations. Il y en a, ça existe. Mais il y a parfois des choses qu'on ne peut pas dire, mais je veux dire, au sein même de la famille, c'est difficile qu'on vous accepte. Parce que même les parents, même les amis vont vous dire non, vous, avec vos affaires de droits de l'homme, là, laissez-nous tranquille, je ne veux pas qu'on soit amis. Ça peut arriver. Là, j'ai eu ça, mais pas des attaques directement contre moi. J'ai eu, par exemple, je vais dire, des oncles. Un oncle qui m'a dit clairement, écoute, si tu fais partie des grévistes, ne mets plus pied chez moi. Alors, il y a cette assertion où, quand on fait partie des grévistes, on vous fiche pour toute votre vie, vous ne pouvez plus travailler. Et c'est ça, la peur, c'est ça qui amène donc beaucoup de jeunes à ne pas réclamer leurs droits, à ne pas occuper l'espace qu'il leur est offert pour s'exprimer, à ne pas, je veux dire, participer même à la gestion publique et à la gestion courante des affaires de l'État. C'est notre droit, c'est notre devoir aussi en tant que citoyen, moi je pense. Au vu de tout ce que vous venez de dire, M. Bikanda Joseph, maintenant, quelle est votre vision de la protection des droits de l'homme aujourd'hui en Afrique? Quelle est votre vision? Vous avez soulevé bien des difficultés, bien des défis. Comment vous la voyez? Comment vous voyez les droits de l'homme aujourd'hui en Afrique? J'avoue que ce serait erroné de dire qu'il n'y a pas eu des avancées dans la protection des droits de l'homme en Afrique. Il y a eu des avancées. Et je vais dire en fait, une avancée majeure. Comparé dans les années 90 en Afrique subsaharienne. Mais je dis également qu'il y a une tendance à revenir dans les années après 1990 de nos jours. J'ai toujours tendance à dire aux gens que nous on fait un pas en avant en Afrique et deux pas en arrière dans la protection et la promotion des droits de l'homme. Juste parce que c'est des intérêts égoïstes, c'est des intérêts personnels qui sont mis en avant. On voit plus une minorité de personnes, le bénéfice d'une minorité de personnes que l'intérêt général. Alors, ma vision, l'Afrique et l'Union africaine en général a développé des instruments. Oui, justement, M. Joseph, excusez-moi de vous interrompre. J'aimerais juste savoir, aujourd'hui, tous les continents, presque l'Amérique, l'Europe, ont des systèmes de protection des droits de l'homme. Alors aujourd'hui, comment est-ce que l'Union africaine, le système africain de promotion et de protection des droits de l'homme, contribue donc à la mise en œuvre de ces objectifs? C'est-à-dire comment est-ce qu'elle promeut et comment est-ce qu'elle protège les droits de l'homme aujourd'hui en Afrique? Je voudrais un peu d'abord revenir, comme je le disais, l'Union africaine. À l'époque, c'était l'Organisation de l'Unité africaine, mais qui est devenue Union africaine parce que les leaders ont compris que ça ne répondait pas aux aspirations du peuple et ça ne pouvait pas contribuer au développement, non seulement économique, social et culturel, mais politique des citoyens africains. Ils ont mis sur pied ce qu'on appelle l'acte constitutif qui a donné naissance à l'Union africaine avec une vision globale qui inclut d'ailleurs les droits de l'homme comme principe régulateur du développement en Afrique. Et ça s'est passé avec la résolution de la conférence des chefs d'État à Kigali et au Gambie qui garantissent la protection et la promotion des droits de l'homme en Afrique. Mais je veux dire, l'Afrique, l'Union africaine est l'un des continents qui a la meilleure, ou je vais dire les meilleurs instruments de protection et de promotion des droits de l'homme. Ils ont de très beaux mécanismes, malheureusement. Et ça, malheureusement, rien n'est mis en pratique. Aujourd'hui, on a des difficultés d'élection. On a suivi comment les élections sont résolues.
les conflits au Gabon récemment, au Congo, en RDC qui se passe tout droit, en Ouganda ou partout ailleurs. Vous voyez? Mais l'Union africaine a mis sur pied la charte africaine de bonne gouvernance, des élections et de la démocratie, mais qui n'est pas suivie. On a un système africain de promotion et de protection des droits de l'homme, je veux dire, qui est dirigé par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Mais les décisions de cette commission ne sont pas prises en compte. Pourquoi? Parce que les décisions de cette instance ne sont pas contraignantes. Alors, pour donc rendre un peu ça contraignant, les États africains, nos leaders, sont venus avec une idée. Non, il faudrait renforcer le protocole à la charte africaine, un protocole à la charte africaine qui garantisse l'accès à la justice et qui peuvent pousser les États à respecter, à mettre en œuvre certaines décisions. Et on crée la Cour pour renforcer le travail de la Commission africaine. Mais malheureusement, il n'y a pas un mécanisme approprié de suivi de ces mécanismes ou de décisions. La Cour émet des décisions, il n'y a pas un mécanisme de suivi. Il n'y a pas un mécanisme de sanction des États qui ne mettent pas en œuvre les décisions des instances de l'Union africaine. Il y a le Conseil de paix et de sécurité. Je cite là peut-être le Burundi, je cite là certains autres pays, d'autres pays qui sont vraiment un défi. Et ça reste pour nous un défi en tant que citoyens africains, en tant que défenseurs des droits de l'homme. Et malheureusement, je disais tantôt que un pas en avant, deux pas en arrière. Ça s'est passé avec le Rwanda. Le Rwanda qui a accepté, d'ailleurs, il fallait louer cette initiative, qui a accepté la juridiction de la Cour africaine et a permis à ses citoyens, aux ONG, aux Rwandais, de saisir la Cour, vient juste de désister. Une fuite en avant également pour le Burundi, qui s'est réveillé en disant qu'il ne fait plus partie de la CPI. Une autre, un pays qu'on considérait justement là comme une référence en matière de libertés individuelles, qui est l'Afrique du Sud, vient juste de faire une notification au secrétariat général des Nations Unies qu'ils vont se retirer de la Cour pénale internationale, qui pour moi reste un questionnement. Des gens vous diront, la Cour pénale internationale ne traite que des affaires des Africains. Oui, mais ma question, qui refait ces cas à la CPI? Ce n'est pas des pays européens, c'est des États africains. Mais quand on pense qu'on doit arrêter un leader, tout le monde s'oppose. Parce que pour des intérêts, que je disais tantôt, égoïstes, la justice doit être pour tout le monde. Et les chefs d'État africains, les leaders africains se sont réunis pour dire qu'ils veulent maintenant avoir ce qu'on appelle une cour de justice. Encore faudrait-il savoir la cour de justice en question. Dans le draft du protocole, que je n'ai pas encore lu, mais dont j'ai eu, j'ai eu des nouvelles qu'on me dit, protège plutôt les chefs d'État en fonction. Pour moi, même la constitution de nos pays demande à ce que un chef d'État soit destitué, traduit en justice en cas de haute trahison. Ça veut dire qu'on donne un laisser-aller à bannir les droits humains ou alors à avoir droit de vie ou de mort sur les citoyens. Pour moi, c'est un défi majeur. Et je crois que l'Union africaine doit redorer son statut. L'Union africaine doit prendre une position plus ferme, je veux dire, sortir de l'ombrage, sortir de ses serres, sortir, je veux dire, même de cette instance administrativement lourde et répondre aux aspirations des citoyens africains. Malheureusement, M. Joseph Bikanda, nous arrivons au terme de cet entretien. C'est fait très dynamique et très riche en informations. De manière coutumière, nous demandons 3 vœux à nos interlocuteurs. Si vous devez faire 3 vœux pour l'Afrique aujourd'hui,
Quels seront-ils? Tout d'abord, je voudrais remercier La Voix des Sans-Voix pour la radio La Voix des Sans-Voix pour cette opportunité. C'est un privilège pour moi de contribuer et puis je pense que on aura toujours l'occasion de continuer à parler tu vois, des défis qui minent la société africaine, porter la voix des sans-voix à une échelle continentale et pourquoi pas mondiale. Je voudrais également dire qu'on reste toujours positif, quels qu'en soient les défis dont on fait face. Et moi, je pense que le dialogue est le plus important. Je voudrais aussi ajouter, avant de faire mes vœux, que l'un des défis majeurs auxquels font face nos États et les citoyens africains aujourd'hui, c'est des défis sécuritaires liés au terrorisme déjà, et qui font à ce que les États sont tellement réticents même dans la libre circulation des citoyens, même au niveau national. Alors mon vœu, je voudrais que l'Afrique soit prospère, un continent et puis de justice et de paix, et que l'Afrique soit un continent de référence dans le monde. Mesdames et messieurs, c'était avec moi Monsieur Joseph Bikanda, coordinateur du réseau panafricain des défenseurs des droits de l'homme, juriste de formation et qui a travaillé aussi au niveau de la Commission de l'Union africaine. Nous vous remercions et vous souhaitons une agréable journée. Merci à vous, Monsieur Bikanda. C'est moi qui vous remercie. Merci.